et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Jeanne Masse. Jeanne Masse sur son dernier album qui s'appelle Désir d'insolence. N'oubliez pas que pour les futurs artistes, vous aussi, vous pouvez poser des questions. Alors, ce soit par Internet, soit par Minitel. Moi, je prendrai 3 questions, je les poserai pour vous en votre nom pendant l'émission. Allons-y pour la première partie avec Jeanne Masse. C'est toujours les mêmes histoires d'un soir. Ouais, Redonne sa 20 ans, le bistrot trop tard. C'est toujours les mêmes histoires sans doute qui nous poussent à bout au large de nos fosses. Née en février 58, Jeanne Masse s'inscrit 18 ans plus tard à l'université de Nanterre en licence d'espagnol et d'italien. Mais un an plus tard, elle part directement pour l'Italie, pays qu'elle connaît bien, car elle sait que c'est là-bas qu'elle pourra s'adonner à ses talents artistiques. On la verra ainsi en Italie tourner dans des pubs télé, être speakerine pour la RAI et jouer des petits rôles pour le cinéma. En 78, elle signe un premier 45 tours en anglais intitulé On the Moon, puis tourne en Italie avec un groupe de rock. Au début des années 80, elle rencontre par hasard Romano Musumara, un compositeur avec qui elle décide d'écrire quelques chansons, dont Toute première fois et En rouge et noir. En 84, Jeanne réussit à sortir le titre Toute première fois et après un premier passage télé, c'est l'explosion. 900 000 exemplaires du single seront écoulés, tout comme Johnny Johnny en janvier 85. Suivra le premier album en mars, puis en juin, le single Cœur en stéréo, titre produit par Daniel Balavoine. Octobre 85, Jeanne Masse est à l'Olympia pour 4 soirées consécutives et un public voué à sa personne. Puis en novembre, elle est élue meilleure révélation et meilleure interprète féminine aux Victoires de la musique. Avril 86, deuxième album dans les bacs, intitulé Femme d'aujourd'hui, disque d'or en une semaine. C'est de ce disque qu'est extrait le titre En rouge et noir, le plus gros succès de Jeanne Masse à ce jour, 1 million de singles vendus. En mars 87, après une grande tournée française, elle enregistre un live qu'elle dédie à Daniel Balavoine, qui devait y participer. C'est de ce live sorti en septembre 87 qu'est extrait un single inédit, La Bête Libre, un titre dont Jeanne réalise également le clip. En décembre, elle est maman pour la première fois grâce à la petite Victoria. Les Crises de l'âme, le 3e album sort en février 89, puis Jeanne est la première chanteuse française à faire Bercy, réunissant en 4 soirs 65 000 personnes. Octobre 90, c'est le 4e album, L'Art des femmes, qui est dans les bacs, mais le succès cette fois n'est pas au rendez-vous. Puis en 1991, la compilation Depuis la toute première fois sort en guise de terme au contrat qui lie l'artiste à sa maison de disques. 92, après la naissance de son fils Christopher, Jeanne Masse sort Au nom des rois, un nouvel album, puis réalise une fois de plus le clip du single du même nom. Avril 93, Jeanne remonte sur scène au Casino de Paris et c'est un triomphe, tout comme son album qui est alors disque d'or. Jeanne s'éclipse ensuite pour élever ses enfants et en 96 sort une compilation, puis l'album Jeanne et les égoïstes, un disque de rock qui dérange par ses textes, notamment à cause du single côté H, côté clean. Mais Jeanne ne se laisse pas aller, vient de sortir encore un nouvel album, Désir d'insolence. Elle est aujourd'hui l'invitée de Linda Lacoste dans le MAG. Bonjour Jeanne, merci d'être venue dans le MAG. Vous avez fait un concert en 99 où vous avez dit à propos de la chanson Pas faire ce qu'il faut que ça allait faire partie d'un album qui n'aura pas lieu et parce que c'est comme ça. Est-ce que ça veut dire que finalement c'est une bataille gagnée que cet album sorte? En fait, j'ai longtemps réfléchi avant de faire cet album. C'est vrai qu'à la base, je ne voulais plus faire d'album parce que je trouvais ça, entre guillemets, inutile. La difficulté en France que j'ai, c'est de vouloir me renouveler et d'être toujours en train de me battre parce qu'on me demande toujours de chanter en rouge et noir. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où moi, je ne peux plus m'exprimer musicalement et je ne peux plus amener une nouveauté, je me disais, ça ne sert à rien, tu vas droit au flop. Donc, et puis, c'est vrai qu'en même temps, il y avait une vraie demande du public et puis en tournant comme ça, je me suis dit, mince alors, mais je fais ce métier pourquoi? Pour qui? Pour moi uniquement? Non, je le fais aussi pour ces gens-là qui m'attendent, qui ont besoin de me revoir et tout. Donc cet album s'est fait un peu pour eux et puis un peu aussi pour moi parce que j'avais envie de revenir sur le devant de la scène et d'amener les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Donc voilà, depuis en fait ça se passe très très bien et Désir d'insolence, bon, fait son petit chemin lentement, doucement mais sûrement et voilà, mais c'est toujours aussi difficile pour moi d'imposer des nouveautés, quoi. Justement, quand on pense de Jeanne et les égoïstes, vous avez voulu faire cet album pour vous. Et je comprends qu'un artiste a envie de faire quelque chose pour elle, mais est-ce que vous êtes frustré de voir que vous êtes obligé de faire les compromis dans vos goûts musicaux pour voir les gens qui vont acheter vos disques?
Non, pas du tout. Je suis pas du tout frustrée parce qu'en fait, c'est vrai que Jeanne et les égoïstes, c'était un album très hard, mais c'était pour moi une façon d'exister en dehors de la Jeanne des années 80. Donc c'est vrai que je l'ai fait avant tout pour moi et je comprends que les gens aient pu être à un moment ou un autre complètement décalés et ne comprenaient pas à l'époque ce que j'étais en train de faire. Mais ça, c'était pas le but. J'ai pas essayé de choquer, j'ai pas essayé de faire quoi que ce soit. Je l'ai fait avant tout pour moi. Désir d'insolence, c'est dans un autre esprit que je l'ai fait. Je l'ai fait dans le besoin de retrouver ces gens qui m'ont aimé, qui m'ont suivi, tout en amenant également une progression musicale qui est évidente et logique pour moi. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez dit récemment que maintenant vous êtes contente de vous sentir plus seule à gérer votre carrière et vous êtes entouré des vrais musiciens maintenant. Mais vous avez toujours été entouré des grands musiciens. Si on pense Dominique Blanc-Francard, Balavoine, Andy Scott, Joe Hammer. Pourquoi vous dites maintenant que vous êtes entouré de vrais musiciens? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que j'étais entourée de vrais musiciens. J'ai dit que maintenant j'avais une vraie famille. Avant, Andy Scott, Daniel, on n'était que de passage dans ma carrière. C'était des gens qui étaient ponctuels comme ça. Depuis 2 ans, je travaille avec une vraie équipe de musiciens qui me suivent et avec lesquels je travaille réellement la scène, mais je travaille également les chansons et je travaille les productions sur lesquelles je suis en train de travailler aussi. Donc c'est une famille avant tout que j'ai créée. Ça n'est pas. C'est vrai que j'ai travaillé avec Tony Levin, avec des pointures, mais bon, ça restait des gens qui passaient, comme j'étais dans l'air du temps et à la mode. Bon, tout le monde avait envie de jouer avec Jeanne Mas, mais c'est vrai que par la suite, il y avait un vide. Et depuis 2 ans, je travaille avec des jeunes qui ont énormément de talent et avec qui je m'entends très très bien. Il y a également mon ingénieur du son, Ken Ploquin. Il y a Lionel GDB avec qui je crée les clips, bon, les photos et tout ça. C'est une famille qui s'est créée autour de moi. C'est bon, dont je fais partie aussi. Je ne suis pas l'élément essentiel. Je crois qu'on a tous quelque chose à faire ensemble. Un désir d'insolence. Insolence. Alors, qu'est-ce qui vous fait le plus d'être entouré de tous ces jeunes? Je me sens jeune aussi. Je me sens... Bon, non, mais en fait, on regarde pas trop l'âge. Pour l'instant, ils m'appellent pas mamie. Et d'ailleurs, ils n'ont pas intérêt. Ouais. Et puis... Non, c'est tout simplement, je crois que c'est le talent qui nous unit et l'envie de faire de la musique ensemble et surtout on est dans le même courant musical. On aime tous le même genre et on est tous prêts et puis c'est surtout, ce sont de bons mélodies, ce sont en fait, ils ne sont pas encore usés par ce métier. Le problème des grands, c'est qu'ils sont usés au bout d'un moment, ils sont blasés, ils pensent plus aux acédiques qu'autre chose, excusez-moi les mecs, mais je veux dire, la musique passe dans un second plan, alors qu'avec ces jeunes, la musique avant tout passe au premier plan. Là, on a maquetté pendant des jours entiers pour 2 productions sur lesquelles je suis en train de travailler. Ils n'ont pas pris un centime. Je veux dire, parce que c'est avant tout cette envie de faire de la musique. Ça, c'est hyper important pour nous tous, quoi, pour cette envie de créer et d'avancer. Et justement, quels sont vos projets avec eux qui sont différents de l'album? Eh bien, les projets, c'est que en fait, je travaille sur une nouvelle production, bon, qui est une jeune fille, et bon, c'est pas moi qui a produit, moi je m'occupe que de la partie chanson et arrangement et avec mes musiciens. Et puis il y a 2 productions, bon, il y a 2 mecs qui ont d'excellentes voix et de bons mélodistes, donc je travaille également avec eux. Je les soutiens en fait, je ne deviens pas producteur, j'aide tout simplement ces jeunes à réaliser leurs rêves et après je leur trouve des producteurs parmi mes connaissances, c'est tout. Mais je vous en prie, m'envoyez pas toutes vos cassettes parce que non, mais je pense que c'est mon rôle aussi. Je veux dire, à partir du moment où j'ai eu la chance, moi, de me réaliser dans ma vie et dans ma carrière, de filer un coup de pouce à ceux qui ont vraiment du talent, même si le métier est devenu très difficile, intolérable et intolérant, je crois qu'il serait temps d'ouvrir les portes à des mecs qui ont des choses à dire. On ne peut pas faire que des reprises dans le monde musical. Je crois, mais bon, moi j'ai une autre vision de ce métier. Je suis peut-être un peu en retrait, je suis peut-être justement un peu décalée, mais j'ai besoin de croire qu'il y a encore une place pour des gens qui ont du talent, pour des jeunes qui ont des textes, qui ont des mélodies. J'ai besoin de croire en ça pour me dire tout n'est pas mort, quoi, tout n'est pas fini. Et si moi je n'existe plus en premier lieu, j'existerai peut-être derrière, mais voilà, c'est important. Quand vous pensez à l'innocence que vous avez eue à vos débuts, que pensez-vous quand vous voyez une petite comme Alizée et est-ce que vous avez peur pour elle?
Ou pour des jeunes comme elle? Je crois que le mot innocence ne s'adapte pas à mon personnage. D'ailleurs, je crois que tout le monde va pouffer de rire quand vous dites Jeanne Mas était innocente. Non, c'est vrai que Alizée ressemble à sa maîtresse entre guillemets. Elle est plus Mylène Farmer que Jeanne Mas. Et je n'avais pas du tout un côté innocent. Moi, je savais exactement ce que je voulais. J'arrivais de 10 ans de galère pour en arriver. Alizée a cette chance d'arriver, d'avoir une maman qui lui ouvre toutes les portes. Donc c'est génial pour elle. Mais non, on est de tempérament. Mais je trouve ça très très bien. Je trouve qu'elle bouge bien et puis la production est parfaite, donc c'est bien. Mais l'innocence, elle est aussi innocente que ça Je sais pas. Mais elle est très très jeune en tout cas. C'est vrai qu'elle est très très jeune, c'est vrai. Ah, j'étais beaucoup moins jeune, moi, quand j'ai débuté en France, enfin quand je suis arrivée en France. J'ai débuté aussi jeune qu'elle, mais je n'ai pas eu le succès tout de suite, parce que moi je me suis formée toute seule. Ma vie se rebat. Alors, il y avait certains gens qui voulaient faire comme s'il y avait une concurrence entre vous et Mylène Farmer. Est-ce que vous auriez bien aimé gérer votre carrière comme elle a géré la sienne? Non, parce que moi je trouve que la mienne, je l'ai gérée comme je l'entendais. Mylène et moi, nous sommes deux opposés. Même si très souvent on retrouve les mêmes fans, elle gère très très bien sa carrière à sa façon et moi j'ai géré la mienne. Moi je suis plutôt du rentre-dedans, je suis très proche des gens, je suis quelqu'un qui s'ouvre comme ça, elle se protège énormément et elle a entièrement raison. Mais non, je regrette absolument pas. Moi, je suis bien dans ma peau, dans ce que je fais et tout ça. En ce moment, je rame plus qu'elle, c'est vrai, mais c'est pas grave, j'assume. Et vous avez géré votre carrière comme vous l'entendiez, et c'est vraiment, je comprends votre désir d'élever vos enfants à un moment à 100%, mais est-ce que ça vous énerve d'imaginer qu'il y a les gens qui veulent vous faire payer pour ça? Je pense pas que les gens veulent me faire payer le fait qu'à un moment je me suis retirée et que j'ai eu envie de vivre avec mes enfants. Pour moi, c'était très important d'avoir des enfants. C'était très important à un moment de dire stop, de faire un choix. Je ne pouvais pas continuer cette carrière avec ce que ça comportait comme stress et d'arriver le soir chez moi et d'être énervée parce que mes gamins, comme ça. Donc à un moment, j'ai fait stop. Là, je craque et c'est pas eux de subir les conséquences de ça. Donc il y a un moment, il faut renoncer à quelque chose. Je renonce à ma carrière pour mes enfants. Et puis voilà, ça ne m'a coûté absolument rien. Au contraire, ça m'a fait énormément de bien parce que finalement j'ai vécu comme une femme et comme une maman et c'est merveilleux dans la vie d'une femme. Donc non, je regrette absolument pas. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on essaie de me faire payer. Je crois que ce qu'on essaie de me faire payer, c'est ma grande gueule par moment, ou le fait que je sois quelqu'un qui dise tout simplement blanc quand elle veut que ce soit blanc et noir quand c'est noir. Et voilà, ou en rouge et noir, voilà. Mais je crois que c'est ça, c'est ce qu'on me reproche. Je crois que tout le monde n'a pas gardé un bon souvenir de moi, à tort, à mon sens, parce que je pense qu'en me connaissant un petit peu mieux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites sans que moi j'y sois pour quelque chose. Mais tant pis, j'assume. C'est vrai que j'ai eu très souvent mauvais caractère parce que je suis une perfectionniste, que très souvent je voulais que ça se passe bien, comme ci, comme ça, et que j'ai jamais cédé sur plein de choses. Et que bon, c'est vrai que j'ai fait rarement des compromis. À partir du moment où je pouvais me le permettre, je vois pas pourquoi j'en aurais fait. Regardez ça, elle plane sur un lit de poussière. Un studio d'enregistrement au Palais de Congrès qui est maintenant sous le nom de Daniel Balavoine. Je crois que vous avez fait des titres là-bas avec lui. Il a aussi travaillé avec la brune d'Abba, Frida. Quels souvenirs avez-vous et anecdotes de cette époque? Avec Daniel, on a travaillé donc au Palais des Congrès. À l'époque, il n'y avait pas les noms des artistes comme ça. Mais c'était une belle époque parce que bon, Daniel était un artiste hyper sensible et c'est sûrement celui qui m'a le plus aidé artistiquement parce que moi, je travaillais avec une équipe italienne, dont Musumara, qui était très dur avec moi. Et à chaque fois que j'avais une fausse note, c'était non, non est casé, ben c'est faux, c'est faux, c'est chiant. Et bon, c'est vrai que bon, par moments, je chante pas toujours extrêmement juste parce que j'y mets de la sensibilité. Et Daniel a été le premier qui m'a dit oh la vache, toi, quand je chantais, il aimait ça. Il me dit des fois tu chantes pas juste, mais parce que tu mets tellement d'émotion, j'ai la chair de poule quand tu chantais. C'était Oh Mama. Et quand il m'a dit ça, je suis restée bouche bée. Je me suis dit ah bon?
Et là, d'un seul coup, j'ai commencé à grandir au fond de moi, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Il a été hyper important pour moi, parce que vous savez, des fois, ce sont des choses toutes simples comme ça, toutes petites. Il avait lu le texte de Johnny Johnny, que je ne considère pas comme un texte extraordinaire, mais en lisant ce que j'avais marqué, Daniel avait dit « Merde, ça me fait chier qu'une femme dise ça avant moi ». C'était très très drôle, donc il y avait une énorme complicité, et c'était vraiment quelqu'un qui m'a énormément aidé et qui me manque encore aujourd'hui, parce qu'à chaque fois que je crée quelque chose, je me demande s'il n'est pas là en train de m'écouter, en train de faire « c'est bien » ou « non, c'est pas bien ». Bon, je sais pas, on verra. Vous avez dit qu'avant, vous n'aviez pas le courage, même si vous aviez envie, de mettre les grands poètes en chanson. Là, vous l'avez fait. Pourquoi vous avez eu le courage maintenant? D'où est venu ce courage? Parce que je n'ai plus peur. En fait, c'est très simple. Je veux dire, à partir du moment où on devient un artiste libre et on décide de le rester, on n'a plus peur de rien parce qu'on prend le risque d'échouer, le risque de se casser la figure et de déplaire. Donc, c'est vrai que jusque-là, j'avais été tellement, comment dire, drivée par ce look Jeanne Mas, par cette image Jeanne Mas. Je me souviens d'avoir fait des chansons qui convenaient pas à la maison de disques. Tout de suite, on m'a renvoyée en studio pour recommencer et tout, parce qu'il fallait rester dans la simplicité, dans le côté Jeanne Mas. On ressort de là, on se dit, bon, mais c'est pour ça que j'ai fait cet album rock, pour me dire, ouais, mais j'existe ou j'existe pas, ou je suis juste un produit, voilà. Et donc, à partir du moment où on se dit, bon, ok, t'as le choix, soit tu fais toute ta vie la même chanson, et là, c'est sûr, tu auras toujours tes rentrées d'argent, ou alors tu prends des risques et tu restes une vraie. Une vraie artiste, pour moi, c'est une artiste qui prend des risques, qui ne calcule pas, qui avance, qui écrit des chansons, qui fait ses arrangements, qui vibre, quoi. Donc c'est vrai que depuis très longtemps j'avais envie de prendre les poèmes, j'avais envie de les mettre en musique. Depuis avant, j'avais peut-être peur qu'on me dise c'est pas bien, mais t'es folle, faut pas toucher à la littérature. Je suis fière de ce que j'ai fait. Je pense que les auteurs seraient fiers également de ce que j'ai amené, et puis le fait aujourd'hui qu'en 2001 je repropose leurs poèmes différemment, et puis je n'ai plus peur, quoi. Un des sujets de vos courts-métrages, c'est sur les hommes et les femmes, les relations qu'il peut y avoir entre les deux, parfois un peu tordues. Qu'est-ce qui est pour vous une relation un peu tordue entre un homme et une femme? Moi, je pense que toutes les relations sont tordues. Quand je vois mes copains, quand je vois mes amis, quand je vois les couples autour de moi, je me dis, ils sont tordus quand même pour rester ensemble. Je pense que les gens vivent dans des délires complètement absurdes. Donc, non, je trouve que déjà vivre en couple, c'est déjà être un peu tordu. Et c'est bon. Mais de quelle partie, pourquoi rester en couple, c'est tordu? Qu'est-ce qui marche pas? Chez chacun, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. En fait, je crois que les gens apprennent à se supporter sans se supporter, parce qu'en général, ils se supportent pas trop. Parce que quand on est en couple, quand on sort entre amis, ils ont toujours des choses à se reprocher. Je sais pas si tu as il y a remarqué. Voilà, c'est ça. Ah, mais arrête, ça tu me dis tout le temps. Hein. Ouais. Bon, et là, ça. Ah oui, dis donc, c'est bien la première fois que tu dis un truc intelligent. C'est quand un autre, tu les regardes, tu fais, ah bon ah ouais, non, mais et alors, toi, c'est combien de fois par semaine? Non, mais en ce moment, elle a toujours la migraine. Donc, je me dis, bon, je crois qu'on a tellement... Les gens ont peur de la solitude, donc en général, ils se supportent les uns les autres. Il faut pas faire ça. Il faut vivre... moi, mes relations, je les vis comme je vis ma vie, passionnément. Quand il n'y a plus de passion, quand je vibre plus, c'est stop, quoi. Et puis surtout dans le respect de l'autre et dans l'indépendance de l'autre, parce que c'est comme ça qu'on crée un manque et qu'on crée l'envie de le voir. Mais les relations de couple, à mon sens, sont destructrices, parce qu'on rentre dans un quotidien qui affaiblit le couple et qui affaiblit la relation. Donc, mais pas toujours, il y a les couples. Je rentre en analyse tout de suite. Oui, non, mais je ne crois pas qu'on peut dire que chaque couple, ça affaiblit. Non, il y a les couples qui sont plus forts parce que justement, ils sont ensemble et ils poussent l'un et l'autre pour être plus forts. Ceux-là, je les connais pas. Hein. Ah ouais. Ils sont tous dans ton quartier, alors. Il y a César. Vous avez envie de découvrir chez un homme que vous n'avez toujours pas découvert? Non, ça va, j'ai tout découvert chez les hommes. Mais c'est ça qui est passionnant, ouais. Ah ouais, non. Là, non, il y a un truc que je viens de découvrir chez les hommes, que je découvre au fur et à mesure et de plus en plus, c'est que les hommes aiment parfois plus que les femmes. C'est qu'on a l'impression que les femmes tombent éperdument amoureux, et en fait, les hommes
payent beaucoup plus les séparations que les femmes. Donc ça c'est aux jeunes qu'il faudrait expliquer ça, aux jeunes filles de 16 ans qui disent ouais les garçons ça pense qu'au sexe. Non, je vous rassure, les filles aussi. Et en plus c'est vrai que les garçons lorsqu'ils se séparent souffrent beaucoup plus que les femmes. Et ça c'est troublant, c'est émouvant presque. Donc je suis beaucoup plus indulgente avec ces garçons maintenant. Alors vous donnez l'impression d'être quelqu'un de très passionné, très instinctif. Vous aimez bouger beaucoup et avoir autant de partenaires qui vous plaît. Est-ce qu'il y avait des moments où vos propres enfants ont quand même dit « Maman, est-ce que vous pouvez vous calmer un peu ?» Juste qu'on reste plus longtemps dans un seul endroit, plus calme, la vie plus calme. Ouais, c'est vrai que bon, depuis qu'on a quitté notre maison dans le sud, on a déménagé déjà 5 fois et donc les enfants commencent à en avoir un peu ras-le-bol. Mais c'est... Je crois que c'est tout simplement, c'est pas parce que je suis quelqu'un d'instable, je suis toujours à la recherche de mon cocon. Et mon cocon, il était dans la maison dans le sud. Depuis que j'ai quitté pour justement être plus présente dans mon travail, j'arrive plus à retrouver mon cocon. Alors, donc mes enfants, ils suivent, ils changent de maison. Et puis bon, c'est vrai que c'est difficile de vivre à Paris parce que c'est très bruyant, je m'entends pas toujours avec les voisins, les gens sont pas toujours très corrects. On chante souvent en rouge et noir devant ma porte. C'est chiant. Donc, mais ça fait des enfants, ça fait des enfants très épanouis et qui aujourd'hui arrivent à s'adapter à la situation. Puis l'important, je crois que c'est qu'on reste toujours unis, eux et moi. Je leur ai toujours dit, l'important, c'est qu'on soit tous les trois ensemble, mes enfants et moi-même, et le reste, qu'importe où l'on vit. Bon, parce que notre force, c'est nous, quoi. Et le reste, c'est le reste du monde. Quant à mes partenaires, mes enfants ne partagent pas tous mes partenaires, Dieu merci. Parce que quand même, j'essaie toujours d'être discrète et surtout, bon, je suis avant tout une mère et après, je peux être une faux folle à l'extérieur. Alors, vous avez bien sûr le look qui vous correspond parfaitement et qui vous identifie en femme vraiment unique. Est-ce que vous avez dit... Qu'est-ce que ça ferait si vraiment je changeais complètement de look et j'essaie de faire un album qui sort en 2001 comme une nouvelle artiste? Pourquoi vous avez choisi d'utiliser votre passé pour aider votre présent? Parce que mon passé, tout le monde le veut, et en fait, c'est le passé au service du présent. Moi, si je pouvais chanter que Désir d'insolence en télé, je le ferais, mais en fait, c'est la télé qui demande qu'il y ait la mémorisation, le retour, le medley des anciennes chansons et tout ça, parce que c'est vendeur. Et j'avoue que c'est vrai que là, j'ai fait des pics d'audience à chaque fois que j'ai fait un passage télé, qui ont été remarqués. Tant mieux. Puis moi, vous savez, je crois qu'à un moment, on fait ce métier pour les autres, pour son public, et si ça rend heureux mon public de réécouter en rouge et noir, je vois pas pourquoi je devrais les priver de ça. J'ai construit tant de châteaux. Pour nous rejoindre, nous sommes dans le mag avec Jeanne Masse, deuxième partie. Quels sont les gens qui sont autour de vous pour que ça soit agréable et efficace pour vous aujourd'hui, tout le promo, etc. Moi, pour être efficace, il faut que je me sente bien. C'est-à-dire que l'équipe qui est autour de moi, qui est une équipe entièrement neuve, en dehors de mon attachée de presse, Josiane, qui est là depuis mes débuts, ils savent que pour que je me sente bien, il faut me faire confiance. Et il faut aussi que je fasse confiance aux gens qui sont autour de moi ou qui me demandent. Donc on travaille énormément là-dessus. Ils savent que moi, quand je vais en télé, je vais donner le meilleur de moi-même. Je ne suis pas là pour provoquer, pour faire une mauvaise télé. J'adore faire de la télé, donc je suis là pour avancer. J'adore mon métier, donc c'est vrai que je le fais vraiment passionnément. Tout à l'heure, vous disiez que je suis une artiste passionnée. C'est vrai, c'est tout. Quand je ne vibre pas, je suis mal, je m'éteins. Il faut que je vibre pour être en vie, pour créer, pour tout faire. Et voilà. Et l'équipe qui est autour de moi a compris que je suis là pour donner le meilleur de moi-même, quoi que je fasse. Et ça, c'est important. Donc, on travaille dans une entière confiance entre nous et dans le respect de chacun. C'est-à-dire que, moi, je respecte énormément le travail de mes attachés de presse, tout comme elles respectent également ma vie, mon besoin d'être à la hauteur de ce qu'on me demande et tout ça. Donc, de me donner aussi les moyens de le faire, quoi. Suis-je assez claire? Oui. Bon. Après Bercy, il y avait une tournée qui a été annulée parce que les producteurs ont fait faillite. Mais ce que je comprends pas bien, c'est que vous étiez quand même une femme française qui a fait Bercy.
pourquoi il n'y a pas eu d'autres producteurs qui étaient là pour dire « Nous, on est prêts à faire une tournée avec vous parce que vous êtes un artiste qui peut remplir Bercy ». Mais parce que ce métier est fait de plein de gens malhonnêtes, hein, disons-le. Et moi, quand j'ai fait Bercy, j'étais la première artiste française à faire Bercy. C'est pas moi qui ai demandé à faire Bercy. C'est le producteur même qui a dit « Ouais, elle a la carrure pour faire Bercy ». Moi, j'étais pas suffisamment prétentieuse pour dire « Je veux chanter là ». Surtout qu'en plus, les gens, je les voyais même pas. Ils étaient tellement loin. Donc, c'est vraiment de la prétention. Donc, c'était pas moi. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont mis la clé sous la porte en ayant pris des avances un peu partout. Donc, ils ont été malhonnêtes jusqu'au bout. Et évidemment, ça m'est retombé sur le nez. Donc, moi, je ne pouvais pas reprendre une tournée puisque ces personnes avaient déjà pris des avances partout en province. Et voilà, non, mais ça a été une grosse arnaque, la plus belle arnaque peut-être du métier. Et puis voilà, et moi, j'en ai payé les conséquences. Mais bon, je rassure, ces gens-là ne sont plus dans le métier, donc allez-y. Vous avez des femmes qui sont très fidèles, mais il y a plein d'autres qui gardent cette image des années 80, donc ils ne peuvent pas comprendre que vous pouvez avoir un côté rock sur scène. Comment est-ce que vous avez envie de les convaincre, tous ces jeunes, que ça vaut vraiment la peine de vous voir sur scène? Je crois que la scène est c'est l'endroit où je me sens le mieux. C'est là que je donne vraiment un maximum. Dernièrement, je n'ai jamais quitté aucune scène en province sans voir la banane sur le visage des gens. Donc ça, pour moi, ça a été la plus grande satisfaction. Je suis souvent rentrée dans des salles où les gens étaient un peu frileux justement par mon côté un peu rock comme ça, parce qu'ils s'attendaient à la fille très encore théâtrale et tout ça. Puis moi, j'arrive, mes cheveux rouges déjà, un peu plus cuir, un peu plus machin et tout ça. Je leur redonne. De toute façon, je chante également les chansons de mon ancien répertoire. Mais c'est vrai qu'ils sont sur le coup un peu strange comme ça, un peu qu'est-ce qu'elle fait là? Mais attends, mais c'est bien elle et tout. Mais à la fin du spectacle, ils sont acquis à la fin du spectacle, ils sont là, ils sont émus, ils sont contents, ils chantent avec moi et ils ne me lâchent pas. Et bon, alors c'est les mains qui se tendent, c'est les gens qui veulent me toucher et tout. Et c'est incroyable. Donc pour moi, c'est un vrai challenge et c'est une vraie victoire. Donc à chaque fois je repars, je suis bien. Je suis bien parce que j'ai bien fait, j'ai donné ce que j'avais envie de donner et ils l'ont reçu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour un artiste. Je te donnerai mon sang. En 88, vous avez écrit une lettre ouverte au président Mitterrand parce que vous voulez que justice soit faite pour les crimes contre les enfants. Qu'est-ce que vous avez reçu en retour, en fait? Bah, ça a été une avalanche de claques dans la figure parce que ça a été très très mal perçu par tout le monde, justement à cause de ça. Justement, c'est sûrement cette image de moi qui a troublé les esprits et en fait, je crois que moi j'ai mal dû interpréter le message que je voulais faire passer. C'est vrai que je venais d'être maman, ma fille venait de naître et qu'au moment où on a un enfant, on est entièrement bouleversé, votre sensibilité change complètement. Et puis j'ai vu, bon, c'était une série de viols suivis de meurtres et tout ça. J'étais franchement écœurée et bon, je pensais que c'était ma mission à moi en tant que mère de parler au nom de toutes les mères qui étaient meurtries à ce moment-là, parce que je me suis mise à leur place et j'ai trouvé que c'était atroce. Ça doit être atroce de perdre un enfant. Donc voilà, à ce moment-là, j'ai crié sans que personne n'ait pu me retenir. On a très mal interprété mes propos parce qu'on a parlé de peine de mort, je n'en ai jamais parlé. Et donc Mais voilà. est-ce que vous avez eu la sensation que on acceptait les choses chez les hommes en tant qu'artiste, mais pas chez vous parce que vous étiez une femme ou parce que c'était vous? Et pourquoi? Est-ce que vous avez eu des réponses maintenant? Ah mais non, mais ça c'est vrai, à chaque fois que j'ai voulu parler comme un homme, entre guillemets, c'est-à-dire comme nous on parle, nous les femmes, je veux dire à l'extérieur des caméras, quand j'ai sorti la chanson « Il y a des bons mais il y a toujours des cons », on a dit ça y est, elle a pété les plombs, alors que pas du tout, je parlais des dictateurs, et les dictateurs autres que cons, je sais pas comment on pourrait les citer, donc ça c'était pas bien vu, alors que les hommes, les chanteurs peuvent utiliser ce genre de mots. Quand j'ai fait Côté H, Côté Clean et que je disais « mais pourquoi tu ne bandes pas oh là là, mais qu'est-ce qu'elle dit, comment elle parle et tout, on ne peut pas passer ça sur les ondes alors que Serge Gainsbourg l'a dit 250 fois dans ses chansons et que ça passe. Donc bon là maintenant désir d'insolence, c'est juste le désir, attention là ça va, j'ai arrondi les ongles, ça va cool. Donc bon je fais gaffe à ce que je dis maintenant puisqu'apparemment ça heurte la mentalité des gens et puis voilà, mais c'est vrai que c'est un métier un petit peu misogyne, on a l'impression qu'on a besoin d'avoir des chanteuses gentilles, mignonnes, mais ta gueule quoi. Ouais. C'est surtout ça. Donc bon bah tant pis, hein, je vais changer de métier, ça continue.
mais justement, dans votre clip Cotillage Côté Clean, vous aviez le majeur qui a été mis en évidence. Là, sur la couverture de votre album, il y a encore le majeur qui est en évidence. Cette fois-ci, elle est dans la bouche. Est-ce que c'est une façon plus discrète de dire que vous êtes toujours fâché avec certains gens? Non, je suis fâchée. Alors là, je suis fâchée avec personne. Hein. S'il y en a qui sont fâchés avec moi, c'est pas réciproque. Hein. Je vais vous dire, je n'ai aucun ennemi. Je me sens entièrement libre de croiser qui que ce soit et de dire bonjour à tout le monde, même ceux qui ont tapé sur moi. Je m'en fous complètement. Donc non, moi j'avance. C'est ma vie, c'est mon truc. Je pourrais jamais plaire à tout le monde. Et puis. Donc ça, c'est pas un problème. Puis les gens qui disent du mal de moi, c'est des gens qui ne me connaissent pas, donc je ne vais pas non plus me prendre la tête pour ça. Quant au doigt, comme ça, sur Cotillage Côté Clean, c'était parce que j'étais dans une ambiance très rock et tout, je me sentais bien. Maintenant, le doigt dans la bouche, c'est un aspect plus sexuel. C'est vrai que le désir d'insolence passe également par le désir de sexe, de provoquer un peu plus. C'est le rôle des femmes aussi de provoquer, donc j'assume, hein, ça va.